Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte minuscule, mais d'une puissance vraiment redoutable. Trois petits versets qui sont en quelque sorte un plan d'architecte pour construire une communauté qui fonctionne. On va parler d'unité, d'humilité et de ce qui fait qu'un groupe tient vraiment la route. Notre source, c'est un extrait de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, les versets 1 à 3 dans la traduction de Louis II. C'est un texte qui a presque 2000 ans, mais on va voir s'il a encore quelque chose à nous dire. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer la mécanique de ce passage, de comprendre son appel à l'unité et surtout d'explorer la psychologie des relations humaines qu'il propose. On va essayer de voir si ces quelques lignes peuvent vraiment servir de modèle, même en dehors d'un contexte purement religieux. Prêt à plonger? Alors, on commence direct avec le premier verset. La phrase d'ouverture est un peu étrange, je trouve. Ça commence par une série de si. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements. On a l'impression que l'auteur est pas très sûr de son coup. Ceci, il exprime un doute, c'est ça? C'est une super remarque, parce que c'est un piège dans lequel on tombe très facilement. En français moderne, un si comme ça sonne comme un peut-être. Mais ici, en fait, c'est une astuce de langage, une figure de style. Il faut le comprendre comme puisque ou étant donné que. C'est un peu comme si on disait à un ami, si tu es vraiment mon ami, alors aide-moi à déménager samedi. On ne met pas en doute l'amitié, au contraire, on s'appuie dessus pour demander quelque chose. Ah, d'accord. Donc l'auteur ne dit pas au cas où vous auriez ça, il dit vous avez déjà ça, alors écoutez bien la suite. C'est une base de départ en fait, pas une hypothèse. Exactement. C'est une manière très très fine d'ancrer son propos, non pas dans un ordre Qui tombe du ciel. qui tombe du ciel, mais dans une expérience que le groupe est censé avoir en commun. Il active une mémoire collective positive. Et les mots qu'il choisit sont très puissants. La consolation, c'est pas juste une petite tape dans le dos, c'est un soutien moral profond. L'idée que, fondamentalement, on n'est pas seul. Le soulagement dans la charité, c'est le réconfort concret qu'on trouve quand l'amour n'est pas qu'un mot, mais une action, un service. Et l'union d'esprit, ça aussi c'est un terme assez fort. Oui, c'est une connexion qui va au-delà des simples opinions. Pensez à un groupe de musiciens de jazz qui improvisent ensemble. Ils ne jouent pas tous la même note, mais ils sont connectés, ils respirent ensemble. Ils partagent une même intention. C'est ça, ils partagent une même intention, c'est ça l'union d'esprit. Et enfin, la compassion et la miséricorde, c'est la capacité à vraiment ressentir ce que l'autre vit. Donc en résumé, l'auteur dit, voilà votre trésor de départ, voilà tout ce qui vous lie déjà. Maintenant, voyons ce qu'on peut construire avec ça. D'accord, donc on part de ce capital positif qui est déjà là, une base solide, mais pour en faire quoi? C'est là que le verset 2 devient exigeant, presque personnel, quand il dit « Rendez ma joie parfaite ». Et juste après, il y a cette avalanche de demandes, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et là, honnêtement, ça me fait un peu peur. On dirait le programme d'une secte où tout le monde doit devenir un clone. On ne perd pas toute notre individualité dans cette histoire. C'est une réaction très saine et c'est la question centrale. Et la réponse est non, ce n'est pas un appel à devenir des clones. Ce serait non seulement terrifiant, mais aussi incroyablement inefficace pour n'importe quel groupe. Il faut voir cette répétition, même sentiment, même amour, même âme, même pensée, comme quatre faisceaux lumineux qui pointent tous vers la même chose. Laquelle? Un alignement profond. Pas une uniformité de surface? Un alignement, c'est-à-dire C'est la différence entre une armée de robots qui marche au pas et une équipe de sport de haut niveau. Dans l'équipe, chaque joueur a son propre style, son talent, sa personnalité. Le meneur ne pense pas comme le pivot, mais il partage le même objectif, gagner le match, la même stratégie et une compréhension si profonde du jeu de l'autre qu'ils peuvent anticiper leurs mouvements. C'est ça l'alignement. D'accord. Voir un même sentiment et une même pensée, c'est regarder dans la même direction, partager les mêmes valeurs. Avoir un même amour, c'est être loyal au projet commun et aux autres membres. Et le plus étrange pour moi, c'est une même âme. Ça, c'est presque mystique. C'est l'expression la plus poétique et la plus forte. Elle décrit le stade ultime de la cohésion. C'est quand la confiance et la connexion sont si profondes que le groupe développe une sorte d'intuition collective. On voit ça dans des start-up au tout début, ou dans des troupes de théâtre, parfois même dans des familles très soudées. Le groupe agit comme un seul organisme, quoi. Sans même avoir besoin de tout se dire. C'est l'idéal qui est visé. Je vois des individus distincts qui, ensemble,
créer quelque chose de plus grand, une sorte de conscience partagée. C'est exactement ça. D'accord, je vois mieux. L'objectif, c'est une sorte de synergie, pas de gommer les différences. Mais ça reste un idéal incroyablement élevé. Comment est-ce qu'on peut espérer atteindre ça avec des êtres humains qui sont, humains quoi, avec leurs égos, leurs ambitions? J'imagine que c'est là qu'intervient le verset 3 comme un mode d'emploi. C'est exactement ça. Le verset 3, c'est la partie « Comment faire ?» Et il est d'un réalisme psychologique bluffant. Il commence par un diagnostic en fait, en identifiant les 2 grands virus qui détruisent n'importe quelle communauté. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Alors ça me parle. On dirait une description parfaite de la vie de bureau, non? L'esprit de parti, les clans, les petites chapelles. Et la vaine gloire, cette course à qui sera le plus visible. C'est une modernité folle. C'est intemporel. L'esprit de parti, c'est tout ce qui relève du « moi et mon clan » d'abord. Dans une entreprise, ce sont les services qui se tirent dans les pattes au lieu de collaborer. C'est l'attitude qui pousse à défendre son territoire, son agenda personnel, même si ça nuit à l'ensemble. Ça crée des fractures. Oui. Et la vaine gloire, c'est encore autre chose. C'est plus insidieux parce que c'est individuel. La vaine gloire, c'est cette fin de reconnaissance. Pensez à une réunion où quelqu'un coupe la parole, non pas pour apporter une meilleure idée, mais juste Juste pour qu'on entende sa voix. Voilà. Pour marquer son territoire, pensez à la course aux likes sur les réseaux sociaux. C'est une quête de statut qui est vaine, le mot est bien choisi, c'est-à-dire vide, creuse, parce qu'elle se nourrit que de la comparaison. Si l'esprit de parti divise le groupe, la vaine gloire met les individus en compétition permanente. C'est le poison de la confiance. Le diagnostic est posé et il est sans pitié. Les maladies sont identifiées. Mais alors quel est le remède ? Et c'est là que le texte propose quelque chose de radical, voire de complètement à contre-courant de notre culture qui valorise l'affirmation de soi. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Cette phrase, elle peut vraiment mettre mal à l'aise. Ça veut dire qu'il faut se rabaisser en permanence. C'est le cœur du réacteur de tout le passage. Et c'est une idée qu'on comprend souvent complètement de travers. L'humilité, dans ce texte, ce n'est absolument pas se dévaloriser, se mépriser ou dire « je suis nul ». Pas du tout. C'est un geste volontaire, un choix actif, presque un muscle à entraîner, celui de mettre son ego en sourdine et de monter le volume sur les autres. Mettre son ego en sourdine, j'aime bien l'image. Pensez-y comme ça, il ne s'agit pas de penser moins de soi, mais de penser à soi moins souvent. L'expression « regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même » est une hyperbole. C'est fait pour frapper les esprits. Elle ne dit pas que les autres sont objectivement meilleurs que vous. Elle dit « dans cette interaction, dans cette décision, faites le choix délibéré de faire passer leurs intérêts, leurs besoins, leur bien-être avant les vôtres. » C'est un renversement complet de la priorité. C'est un acte, en fait, pas un sentiment. Exactement, c'est le contrepoison parfait aux 2 virus qu'on a identifiés avant. Si je cherche activement à te valoriser, à comprendre ton point de vue, à faire briller ton idée, je ne peux pas, dans le même temps, chercher à t'écraser pour me mettre en avant. C'est impossible. Cette humilité-là, c'est la technique, l'outil concret qui permet de construire l'union d'esprit. Sans elle, l'unité reste un vœu pieux. Et avec elle ? Avec elle, l'unité devient presque une conséquence logique. Mais alors, quand on met tout ça bout à bout, c'est incroyable, ça s'emboîte parfaitement. Ce n'est pas juste une collection de bons conseils. C'est un système. C'est un véritable algorithme pour construire une communauté, en fait. C'est une excellente image, l'algorithme. Oui, regardez, étape 1, le verset 1. Le fondement. On ne part pas de zéro. On commence par identifier ce qui existe déjà. C'est le « puisque vous avez déjà tout ça », étape 2. Le verset 2.2. L'objectif. On définit clairement où on veut aller. Une unité profonde, une synergie, c'est le « et alors, voilà ce que vous pouvez viser ». Et étape 3, le verset 3, la méthode, le mode d'emploi ultra pratique. D'un côté, on arrête de faire ce qui détruit et de l'autre, on commence à faire ce qui construit. C'est le « et voici exactement comment faire ». Fondement, objectif, méthode, c'est d'une logique implacable. La synthèse est parfaite. Et ce qui rend ce texte si puissant, c'est son réalisme. Il ne dit pas juste « soyez gentils les uns avec les autres ». Il met le doigt avec une précision chirurgicale sur le vrai problème. L'ego. L'ambition personnelle, le besoin de reconnaissance, la peur de ne pas être vu. C'est ça, le sable dans l'engrenage de toutes les relations humaines. Et la solution qu'il propose, ce n'est pas une vague vertu morale, c'est une stratégie relationnelle. C'est une action à poser, une décision à prendre, encore et encore. Pour conclure,
Ce qu'on a exploré, c'est bien plus qu'un vieux texte. C'est un véritable plan en 3 étapes pour bâtir une communauté saine. Un plan qui part des forces existantes, qui vise une unité authentique et qui donne la clé concrète pour y arriver. Cette pratique radicale de l'humilité. Absolument. Et la beauté de ce schéma, c'est qu'on peut le sortir de son contexte d'origine et de l'appliquer partout. Dans une famille où les rivalités ou les besoins de reconnaissance peuvent faire des dégâts, dans une entreprise où la culture du chacun pour soi coûte une énergie folle, même au niveau d'une société où les esprits de parti menacent de tout déchirer. Le diagnostic sur l'ego comme obstacle et le remède basé sur la priorisation de l'autre, ça reste d'une actualité brûlante, c'est presque une technologie sociale. Et on va se quitter là-dessus en laissant une dernière question en suspens, une question à emporter avec soi. Si on oublie la source pour un instant et qu'on ne garde que le mécanisme, à quoi ressemblerait et qu'est-ce que ça changerait de faire le choix conscient, dans une seule de nos interactions aujourd'hui, de considérer les intérêts d'une autre personne comme plus importants que les nôtres?